Okay. Bonjour chers abonnés. C'est Awa Fofana qui est là aujourd'hui comme notre rendez-vous hebdomadaire de tous les jeudis. À partir de midi, on a eu un petite minute de retard, mais bon là on est là. Vous nous voyez, c'est le direct qui a commencé comme chaque jeudi. Comme je l'avais annoncé depuis mardi, qu'aujourd'hui on aura une invitée qui est là aujourd'hui avec nous, qui va nous parler de sport. J'espère que vous le voyez bien, Manu pense, voilà, pour qu'il puisse bien te voir. Donc je vous dis encore bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus. J'espère que vous serez nombreux à nous voir aujourd'hui en direct. Adja Awa Fofana, accompagné de monsieur Emmanuel Maboa Kesak. Voilà, Camerounais, voilà, qui vit ici en France. Donc aujourd'hui, le sujet sera sur le sport en Afrique. Est-ce que le sport peut être un levier de développement économique et social pour le continent africain? Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de foot, on entend des millions, des milliards qui sont dépensés sur les sportifs. Est-ce que ça aide vraiment le continent africain? Voilà, aujourd'hui, vous avez ici avec moi un professionnel du sport qui a joué 2 Coupes du Monde, qui est agent sportif, qui est aujourd'hui ancré dans le sport. Voilà, qui va nous dire est-ce que le sport peut être aujourd'hui un moteur de développement, un levier de développement. Et comme le président Mandela, il a dit, le sport a le pouvoir de changer le monde. Il peut créer de l'espoir où il n'y avait que le désespoir. Ça, c'est le président Mandela qui l'a dit. Parce qu'il y a eu une époque, vous voyez, avec l'apartheid, où l'Afrique du Sud a été... le sport a été beaucoup un élément qui a été... fondateur pour les Sud-Africains. Voilà, ça les a réunis. Donc, je pense que c'est à partir de là que le président Mandela, il a dit ça. Voilà, est-ce que ça peut vraiment réunir le continent africain? Est-ce que ça peut apporter, au-delà du fait que ça soit quelque chose ça doit un outil pour jouer, un outil de divertissement, est-ce que ça peut être aussi un outil de développement économique? Donc, voilà, vous serez avec moi, en plus de monsieur Emmanuel, pour les intimes Manu, qui, comme je vous avais dit, il va se représenter, un grand professionnel du football, et il va vous dire, selon lui, selon sa conception, selon ce qu'il fait aujourd'hui dans le monde sportif, comment ça peut être un levier de développement économique et social pour le continent africain. Donc, tu as la parole, Manu. D'accord, je pense que bonjour à toutes je peux t'appeler auditeur ou Facebooker, comme on veut. Effectivement, donc, merci d'être avec nous ce matin. Merci aussi pour ton invitation. Merci. Et je pense que ça allait très vite. Puis nous allons parler du sport toute la matinée. On a une petite demi-heure pour parler du sport. C'est vrai que parfois c'est un sujet vaste et difficile à aborder. Si on parle du sport, le sport, il y a le sport à l'école. Et tout petit, déjà, on nous inscrit dans l'école, il y avait l'éducation physique et sportive. Donc, en Afrique, d'où je viens, donc, je vais donner plusieurs exemples, beaucoup plus, puisque nous allons échanger par rapport aux expériences d'un footballeur professionnel, d'un footballeur amateur, du football à l'école. Parce que le sport, d'abord, c'est le bien-être. Quand on partait à l'école, c'était d'abord pour le bien-être. Il y avait on disait sport, mathématiques, donc dans les après-midi en Afrique, c'était le mercredi après-midi, comme en Côte d'Ivoire, comme un peu partout, il y avait une journée sport. Dans l'après-midi, c'était fait pour le sport, il y avait des rencontres sportives le samedi. Mais tout ça est en train de disparaître. Donc aujourd'hui, quand on me pose la question, est-ce que le sport pour apporter est un levier pour le développement de l'Afrique, et c'est une question difficile, mais je peux dire oui, et je peux aussi dire non. Parce que quand je prends l'exemple de la France, des grands pays, et même le Brésil, ce n'est pas par le sport qu'on a développé la France. Avant que la France ait les Bleus, c'est vrai qu'il y avait du sport, mais ce n'était pas des sportifs qui ont bâti la France. Donc l'économie de la France ne vient pas. Donc le sport ne peut pas bâtir une nation, mais le sport peut apporter aux Africains. Je vais prendre l'exemple. L'Afrique a 70% de sa population est jeune. Et quand on dit jeune, ça veut dire on peut faire travailler. Les autres 30%, c'est la vieillesse. Maintenant, les 70% sont mal exploités. Les gouvernements africains n'ont pas peut-être pour le moment pensé que le football, le basket, qu'il y avait des athlètes en Afrique. C'est ça le problème aujourd'hui. Le football ne peut pas être vraiment un levier pour l'Afrique aujourd'hui. Mais
c'est en train de changer. Je vais commencer par un joueur comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Roger Mila et autres qui ont des fondations. La fondation Samuel Eto'o a un pavillon à Douala qui sert aujourd'hui à soigner les malades camerounais. Mais je pense que les choses sont en train de changer. Mais auparavant, on avait droit l'Afrique fabriquait pour l'Europe. Les grands joueurs africains étaient appelés à venir jouer en Europe. Alors que l'Afrique peut construire des académies, construire son propre championnat en Afrique et faire gagner de l'argent aux Africains et à tout. Et quand je parle des footballeurs, il y a beaucoup de métiers autour, des entraîneurs, des psychologues, des médecins. C'est toute une industrie. Aujourd'hui, le Qatar est en train de montrer que par le sport, on peut aussi développer un pays. Voilà, dans un premier temps, pour répondre, l'Afrique peut se développer à travers le sport, mais sachant utiliser tout dans le sport. Puisque le sport, un enfant qui gagne, comme Samuel Eto'o, ou comme Roger Mila, ou comme d'autres joueurs ivoiriens que je peux citer, pour avec cet argent, créer une entreprise. Et dans cette entreprise, vont travailler beaucoup de personnes à l'intérieur. Je vais prendre des exemples. Je vais commencer par un exemple quand j'étais agent de joueur. Agent de joueur, j'ai fait plus de 350 transferts. Et sur mes 350 joueurs que je rencontre, il y a parmi eux ceux qui ont arrêté, qui ont, à travers le sport, trouvé des femmes, à travers le sport, créé des entreprises, à travers le sport, trouvé un travail. Et c'est pour ça qu'on parle dans le sport, il y a beaucoup de facettes. Donc il y a l'autre sport aussi pour la santé. Il y a l'autre, aujourd'hui on prescrit dans les hôpitaux ici aller faire du sport, 30 minutes de marche. Et donc le sport il est en train de changer même au niveau de l'Afrique. Vous allez voir dans des grands camps à Abidjan, à Yaoundé, à Bamako, partout, les gens font du sport pour tous, toute la journée. On construit des parcs maintenant où les gens vont courir, vont faire du sport. Donc l'Afrique a beaucoup de chance parce que sa population rajeunit à 70% jeunes, pour vraiment créer non seulement des emplois. Je vais vous prendre un exemple. J'étais éducateur en France. Et le président Sarkozy avait dit que chaque équipe devait avoir 2 ou 3 jeunes éducateurs et payés à 400 euros. C'est-à-dire que c'était un travail complet, à temps complet. Donc, imaginez en Afrique le gaspillage qu'on fait le samedi ou dimanche, où c'est les vétérans qui jouent et que les enfants sont à la maison. On ne peut pas, le mercredi ou le jeudi, basket, volley, on n'a pas ce genre de structure. Imaginez que ça peut créer des emplois en créant des écoles de football et que même le sport à l'école. Ici, je suis content d'accompagner mon petit-fils faire le mercredi ou le samedi un match de foot. Je paye la licence à 250. Et 250 là, ils vont à l'association. Et puis, on paye un éducateur. En Afrique, le métier d'éducateur peut être rémunéré. Je vais encore vous prendre des exemples où l'Afrique est encore très, très loin derrière dans les académies. Chacun crée son académie. Alors que si c'est mieux organisé, on peut avoir des bons joueurs et on peut faire un championnat puissant. Et puis, les joueurs ne peuvent même plus venir en Europe. Ils peuvent faire le tout-puissant Mazembe. Le tout-puissant Mazembe pèse sur l'économie du Congo. D'accord. Regardez les salaires des joueurs. Et ces joueurs aussi créent des entreprises et puis ils utilisent des Congolais. Imaginez que le tout-puissant Mazembe, il y a 4-5 clubs comme ça dans chaque pays d'Afrique. Ça peut faire bousculer les choses. C'est vrai qu'il y a des contre-exemples comme le Rwanda qui se développe sans le football. Ils n'ont pas la grande équipe du football, mais le pays il est beau à voir et on voit comment ça se développe. Mais il y a des pays qui ont des avantages comme le Cameroun, le Sénégal, la Côte d'Ivoire qui n'exploitent pas. On dirait qu'ils travaillent pour venir vendre en Europe alors que nous pouvons développer nos championnats pour que nos enfants puissent s'épanouir là-bas et gagner de l'argent. Les Égyptiens ne sortent pas de l'Égypte. Ils jouent pour la plupart en Égypte et gagnent de l'argent là-bas et investissent là-bas. Là où l'Afrique est en train de se développer, c'est au niveau des infrastructures. On était tellement en retard. Je vais vous prendre une Coupe d'Afrique qui se joue à Bamako ou au Burkina ou bientôt au Cameroun. Chaque étranger qui va se déplacer va dépenser au minimum 1500. Le billet d'avion qui va coûter dans les 800. Il va consommer.
il va consommer, il va regarder les matchs, il va manger, il va boire, il va faire tout. Il va dépenser minimum 1500. Cet argent rentre dans le tissu économique. Effectivement. Mais maintenant, avec les stades que nous sommes en train de construire, on peut exploiter ça pour des concerts, on peut faire beaucoup de choses là-bas, des tournois et tout. Donc l'Afrique est en train de se développer, mais il reste encore beaucoup à faire. Donc comme je vous ai dit, c'est un échange qu'on va faire tout à l'heure. Et s'il y a des questions qu'on peut me poser, je peux les répondre aussi en direct si vous voulez. Donc j'ai préparé un petit bout de papier avec des exemples concrets au niveau du sport de haut niveau et puis du sport amateur. Ok. D'accord. Donc, on va vous écouter faire voilà, la petite note que vous avez préparée. Mais entre-temps, s'il y a des internautes qui veulent poser des questions, je vais relever ces questions et à la fin de votre analyse, on posera des questions. Et moi aussi, en tant que, voilà, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser aussi avant de conclure la séance. Moi, je vais d'abord me baser sur mon expérience personnelle. Parce que parfois, il faut parler de soi-même en disant que moi, je sors d'un tout petit village à 120 km de la capitale. Donc, avoir perdu mon papa très jeune à l'âge de 7 ans, 8 ans. Et je vais donc venir dans un département, commencer à jouer au football à l'école. Et je vais être détecté à travers l'éducation physique et sportive qu'on faisait à l'école, par un prêtre et par le directeur de l'école. Tout de suite, je vais rejoindre la petite capitale, donc une petite ville qu'on appelle Bafia. Donc, je viens dans la ville. À travers le sport, je vais aller jouer au foot. Déjà, dans ma tribu, il y a plusieurs tribus, enfin, il y a plusieurs personnes qui parlent des langues différentes. Mais quand on se retrouve sur le foot, il y avait au moins 10 tribus. Donc, on parlait un seul langage, on parlait football. Et parfois, quand j'allais jouer au hand, puisque j'étais aussi un bon handballeur, on parlait que sport. Il y avait un langage sportif. Donc, on ne disait pas que tu viens de là, tu viens... Non, on se retrouvait. Ça, c'était la petite ceinture. Après, quand je viens par la suite à la capitale, je suis vite reconnu pour le Pelé, petit Pelé, Manu, il joue au foot. Et on ne veut pas savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais. On dit, il joue bien au foot. Déjà, à ce niveau de la petite ceinture, je gagnais déjà par des gens qui venaient me donner un peu d'argent parce que je jouais bien. J'ai vécu qu'avec ça. Et à la grande ceinture, je ne vivais que du foot amateur ou ma prime d'entraînement qui était à 500. Je payais mon loyer à 3000 francs CFA et une petite chambre. Et le quartier, tout le monde m'entourait parce que je jouais au foot. Donc, voilà déjà ce que le football peut t'apporter. Mais par la suite, je vais... passer à l'étage supérieur, jouer en division, où je vais vite être repéré. Ma famille qui n'était pas connue, j'ai déjà un nom. Effectivement. Je vais trouver rapidement le boulot parce que je vais faire un concours de la gendarmerie. Et vite dans la gendarmerie, je vais être tout de suite aussi reconnu comme fonctionnaire grâce au football. Donc je prends mon exemple qui est l'exemple de plusieurs autres Africains. Et après, je vais jouer en Ligue 1 au Cameroun ou par la suite, ce sera Coupe d'Afrique, Coupe du Monde et je suis parti professionnel. Donc ma famille, non seulement il y a cette reconnaissance, l'argent qui est rentré là va aider à acheter une maison où toute ma famille qui était au village va venir s'abriter. Et puis, la plupart de mes frères vont commencer à trouver du boulot. Donc, on peut parler, c'est vrai que c'est des cas isolés, puisque dans nos générations où vous pouvez être 50, il y a 2 réussites. Mais qu'on ne regarde pas seulement la réussite de ceux-là. Il y en a qui ont reçu. J'étais au Cameroun en décembre, pendant qu'on présentait le logo du CHAN pour la Coupe d'Afrique des amateurs. Et quand je veux partir aux toilettes, il y a un monsieur qui m'interpelle et me dit, Monsieur Emmanuel, je suis votre collègue gendarme. Vous avez fait la formation avec moi. J'ai dit, mais comment? Il me dit, oui, mais c'est grâce au sport, parce que moi, je sors de l'Ouest. On m'avait recruté comme sportif. Et ce monsieur, on a changé, il gagne bien sa vie. Il n'y a pas que le sportif de haut niveau. Donc, le sport lui a rendu service et il a trouvé un boulot à travers le sport. Mais je dis, c'est des exemples parfois isolés, mais qui peuvent aussi... Et je disais tantôt que quelqu'un qui gagne de l'argent, moi j'ai gagné de l'argent, ça m'a permis non seulement d'aider mes amis, d'aider ma famille, d'élever mes enfants et pour mon bien-être personnel. Aujourd'hui j'ai 52 ans, je continue à faire du sport. Donc le sport a plusieurs facettes. Ça aide beaucoup de familles. C'est vrai qu'on peut, des politiques aussi
s'en servent du sport. Il y a parfois dans des pays où il y a des troubles, je ne vais pas parler de mon pays où quand on gagne ou comme on gagne au Brésil, ça calme toute la population pendant un temps, ça dope un peu. Et je regardais encore les statistiques quand la France a gagné la Coupe du Monde en 98. Ce n'est pas... C'est vrai qu'il y a une manne financière derrière, mais derrière, les gens sont reboostés parce que la France a gagné. Et voilà, donc, vous savez, c'est une drogue qui passe un peu partout. Tout le monde est content, tout le monde travaille avec. Et ça prend des mois et des mois. Donc, ça peut booster comme les Camerounais et les Ivoiriens qui montrent le torse, comme l'Algérie a fait ici l'autre jour. Nous sommes champions d'Afrique. Ça booste les gens, même en allant au travail, on discute. Vers ça, c'est une autre partie du sport qui est cachée. Mais le sport en lui-même ne développe pas un pays, mais peut aider à développer un pays. Les pays d'Afrique sont plus avantageux aujourd'hui avec 70% de la population. Il suffit seulement de s'organiser. On ne parle pas que du foot, on parle du volley, du basket et des autres sports collectifs ou individuels qui peuvent apporter. Mais nous avons un problème de manque d'infrastructures et de manque aussi d'éducateurs. On ne forme pas assez de trucs. Regardez la France aujourd'hui. Quand on dit en France qu'il y a pas de foot, pas de sport, les parents commencent à voir les enfants à la maison du lundi au dimanche. Regardez oui, ça commence à être un problème. Puisque quand vous regardez le samedi, le mercredi, le lundi, le nombre de parents qui sont autour des stades, plus les enfants qui y sont, c'est tout un business à l'intérieur de la France. Si on dit aujourd'hui qu'on enlève le sport en France, et les parents seront... ne regardez pas que le foot qui réunit le Paris Saint-Germain qui réunit 40 000 personnes tous les dimanches, et regardez un peu partout en France, il y a 20 000 spectateurs, 30 000 spectateurs, 50, il faut penser à ça. Et derrière ça, on vend des boissons, derrière ça, on vend des t-shirts, derrière ça, il y a du marché, il y a beaucoup de choses derrière le sport. Ne regardez pas que le match, mais tout autour, ça fait vivre tout un ensemble de personnes. Il y a plus de 300 personnes qui travaillent autour d'une équipe de première division. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, il y a de la publicité, il y a des stades, les gens qui gardent le stade, il y a des ramasseurs de bas, il y a tout. Donc le sport en lui-même peut, surtout en Afrique, apporter beaucoup pour l'Afrique. D'abord, l'Afrique, comme mon pays, par exemple, a été reconnu en 90. Quand je passe dans un aéroport, comment vas-tu? Vous êtes Camerounais, oui. Vous connaissez Mila, vous connaissez Eto'o, vous êtes Ivoirien, Drogba. Donc, voilà. C'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qui fait au cœur quand on dit à un Ivoirien que vous êtes Ivoirien, oui, vous connaissez Didier Drogba, oui. Vous êtes Camerounais, Samuel Eto'o. Ça fait que le pays aussi souvent, il y a la curiosité de savoir que là-bas, mais au fond, c'est bien, mais en bas, les infrastructures, nous ne sommes pas organisés. Je pense que si l'Afrique s'organise bien, on pourra gagner avec les éducateurs, on pourra gagner avec des bons footballeurs, organiser un bon championnat pour que le dimanche, le samedi, les gens puissent aller voir le match. Et dans ce stade, on va vendre des boissons, on va vendre des t-shirts, on va vendre beaucoup de choses. Et puis l'Afrique peut aussi se développer de cette façon-là. Parce que ici, ils ont les stades. Nous, on n'a pas de stade. Le Cameroun vient de construire environ 6-7 stades. Mais vous voyez que toute l'attention, tu peux dire, du monde entier est braquée sur ça. Est-ce qu'il y aura CAN, est-ce qu'il n'y aura pas CAN? Sachant que la CAN peut faire développer, puisqu'on va toucher les routes, on va toucher les plateaux à l'hôpital, on va toucher les hôtels, on va toucher des restaurants et tout. Donc, à partir de ça, un pays bien organisé peut s'en sortir et développer son pays, faire connaître son pays, puisque il y aura presque toute l'Afrique qui va arriver, il y aura des étrangers, des journalistes. C'est en ce moment qu'on présente son pays. Moi, je suis allé au Mali, c'était à cause de la Coupe d'Afrique. Je fais 52 pays que je voyage, c'est à cause du football. Si je n'étais pas footballeur, c'est vrai que vous pouvez faire de la politique, vous pouvez faire autre métier qui peut vous amener, mais le football m'a permis de découvrir 53 pays exactement à travers le foot. J'ai vu les Coupes du Monde, les Coupes d'Afrique, j'arrive, je m'installe en tant que footballeur. Même quand je ne suis pas footballeur, je vais dans une ville, je découvre les Sikasso, je connais, je vais en Afrique du Sud, et il y a cet échange, le mélange de culture. Quand nous sommes un journaliste français, un journaliste camerounais, ivoirien, burkinabé, malien, vous vous retrouvez à l'hôtel, alors ça va, on ne parle que football. On ne parle que football. Vous allez voir des footballeurs d'une même équipe. Quand vous regardez le Paris Saint-Germain, vous regardez un club,
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a des Camerounais. En Algérie, il y a des Camerounais. Au Cameroun, il y a des Nigériens. Donc, cette mixité-là, tout ce monde qui se retrouve pour un match de foot, et ça peut créer beaucoup de choses dans un pays. Donc, il y a aussi que le sport est un exemple pour certains, des bons exemples de réussite comme Didier Drogba, Samuel Eto'o, Roger Mila, Rabat Madjer. Il y a beaucoup des enfants dans les villages. Moi, j'avais pour idole Henri Michel, et, Michel Platini, et Diego Maradona. Leur poster dans ma chambre était sur mon mur. Et puis, 4 ans après, je me retrouvais face à face à mon idole. Donc, j'ai travaillé durement pour arriver là-bas. Donc, pas que moi, il y a beaucoup d'autres enfants qui ont travaillé pour arriver là-bas. Donc, ça peut aussi susciter, le sport peut susciter comment dirais-je, des vocations, que bon, moi, je vais faire du sport. Même si tu n'arrives pas, tout le monde n'est pas appelé à finir en Coupe du Monde ou en sélection, mais ça peut te faire gagner de l'argent. À travers le sport, vous pouvez être éducateur. À travers le sport, vous pouvez être conseiller sportif, je l'ai été, vous pouvez être président de club. Il y a beaucoup de métiers. Aujourd'hui, même, il y a maintenant ceux qui font des vidéos, je ne sais pas comment on les appelle, derrière la caméra. Il y a des arbitres pour ça, donc il y a des arbitres, il y a beaucoup de trucs où si un pays bien organisé peut s'en sortir. La France s'en sort bien. Aujourd'hui, le Qatar s'en sort bien. Les pays comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui viennent chercher des médecins ici sportifs pour aller travailler là-bas. J'ai visité des centres au Qatar où vous arrivez et vous voyez un stade de foot, il y a des restaurants, il y a du cinéma, il y a tous les commerces autour des stades. Et puis maintenant, quand vous descendez au sous-sol, vous allez voir qu'il y a des médecins sportifs là-bas. Et c'est des gens qui viennent gagner de l'argent. Dans nos pays aussi, avec la population jeune qu'on a en Afrique, si les gouvernements se mettent bien, le sport peut aider l'Afrique à s'en sortir. D'accord. Ok. Vraiment, vous avez fait un très bel exposé je pense, qui a dit beaucoup de choses, qui a réuni pas mal de choses. Je vois qu'il y a Stéphane Totu qui nous regarde depuis un bon moment. Stéphane, je sais que tu es un grand footballeur, tu aimes bien le foot. Donc voilà, un grand footballeur aujourd'hui qui est là. Si tu as une question à poser, tu peux la poser. En tout cas, j'ai dit aux internautes, tous ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent poser, il est là. Mais moi aussi, qui suis à côté, j'ai une question à poser. Ce que je voulais demander à Monsieur Manu, c'est qu'il y a eu un moment en Afrique où le sport, c'était pas le football. Si on parle de football, il n'y avait pas trop d'engouement comme maintenant. Quand je prends l'exemple, bon, moi j'étais petite, hein, j'étais tout, voilà, je comprenais rien, je peux dire 2-3 ans, mais j'ai eu un cousin qui a joué, Issou Fofana, qui a joué au football. Mais à l'époque de Issou Fofana, c'était pas aussi, voilà, on entendait, c'était, voilà, le football, tout le monde disait, voilà, il joue au football, mais c'était pas aussi bien payé que maintenant. Aujourd'hui, je vois que un footballeur peut être payé à des millions, à des milliards. Quand je prends le cas de Neymar, des grands footballeurs comme ça, et voilà, qui sont payés aujourd'hui à des milliards, à des millions de dollars, d'euros. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est maintenant, parce qu'avant, autant on avait des grands joueurs aussi, hein, les Issou Fofana et autres, ils n'étaient pas payés comme ça. Les Ben Badi en Côte d'Ivoire, ils n'avaient pas, voilà, ils n'avaient pas ils avaient du talent, c'était des grands footballeurs, mais ils n'avaient pas, voilà, l'argent qui accompagne comme maintenant on le voit. Mais moi, ma question c'est surtout, j'ai 2 questions ou 3 questions à poser. Ma première question, c'est que qu'est-ce qui a changé aujourd'hui et on a autant d'engouement dans le football aujourd'hui? Bonne question. Et je vais vous répondre simplement. Beaucoup de choses ont changé. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de télévision au Cameroun. Il n'y avait pas de télévision en Afrique. Donc, c'était la radio qui commentait les matchs. On pouvait, tout comme on suivait des films à la radio. Les premiers films sont arrivés dans les pays comme au Cameroun dans les années 86, et puis la télé c'était pour les riches aussi, puisque le football à l'époque était que pour des enfants défavorisés, pour des enfants des pauvres. C'était d'abord ça le problème en Afrique. Le football n'était pas fait pour les enfants des riches. Les enfants des riches allaient à l'école, les enfants des pauvres, un ballon, ça réunit 12, 20, 30 personnes pour jouer sur un ballon. Donc, quand vous dites que
l'époque ancienne, il n'y avait pas d'argent, c'est normal. Aujourd'hui, pour un match comme le Paris Saint-Germain, la publicité seulement pour payer les salaires des joueurs. Ce que les gens ils regardent le match, et puis des matières dérivées au niveau du maillot qu'on va vendre, au niveau du petit porte-monnaie qu'on va vendre, les effigies des joueurs. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure dans mon exposé que les clubs se sont structurés. Vous allez voir aujourd'hui, quand vous allez dans un club comme le Paris Saint-Germain, puisque je vais régulièrement tous les jours, il y a tout un stand où c'est marketing, il y a les finances, il y a la direction, il y a ceux qui projettent déjà le maillot du PSG dans 2-3 ans. Donc, il y a les transferts qui se font. L'Afrique, par exemple, on faisait 2 transferts par an. L'argent qu'on venait donner, je me rappelle des transferts, on donnait 50 millions au président d'un club et le club repartait avec le joueur. Il n'y avait pas comme aujourd'hui où on devait payer à tous les clubs formateurs. Donc le club reprenait les 50 millions. L'Africain, je parle de mon pays, regardez une équipe comme le Canon de Yaoundé, ils n'ont pas un stade à eux. Ils n'ont pas un stade d'entraînement, c'est le stade de la municipalité. Ils ont vendu des joueurs, mais ils n'ont pas pensé à développer l'économie. Et ça se passe jusqu'à présent. On prend de l'argent, on le bouffe, on n'investit pas. Et ça profitait à quelques personnes, pas à tout le monde. Donc, c'est vrai qu'au niveau de Youssouf Fofana, de Ben Badi, de Serge Alain Magui, qui nous regarde, qui est un ami à moi ivoirien, on avait l'impression qu'on ne gagnait pas de l'argent. Mais nous étions tout simplement mal organisés. La télé arrive dans les années 80 vraiment en Afrique pour regarder un match de football. En plus, nous, on suivait les matchs à France sans publicité RFI. C'était à la moitié du match de Ligue 1 ou Toulouse-Bordeaux qu'on va nous donner lanterne et vous allez écouter quelques débris. Donc, c'était un football imaginaire. Donc, l'Afrique ne pouvait pas, jusqu'à présent, n'arrive pas à s'assumer au niveau de gérer son sport. C'est-à-dire que moi j'ai joué pour l'équipe du Cameroun où on prenait des avions militaires pour aller jouer un match d'éliminatoire à la Coupe du Monde. On dormait parfois à l'hôtel, on a parfois eu de traitement parce que le football c'était secondaire, c'était pas quelque chose. Et après ils ont pris conscience, après les années 90, que donc la lumière, le football peut nous apporter quelque chose dans le pays. On a commencé à modifier un peu, à apporter quelque chose dans l'équipe du Cameroun. Un joueur camerounais aujourd'hui en Ligue 1, il gagne 75 000 CFA. Mais il n'a même pas ces 75 000. Regardez le nombre de requêtes à la FIFA que les joueurs ne sont pas payés. Donc jusqu'à présent, le sportif camerounais n'est pas considéré. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est une distraction, mais le pays profite de l'image du joueur, beaucoup plus de l'image du joueur. Et certes, il n'était pas payé, mais dans certains pays, on arrivait à trouver du travail à ce joueur, on arrivait à trouver, peut-être qu'il rentre dans l'armée, comme c'était mon cas, et de nous faciliter pour un président généreux de travailler dans les entreprises à l'intérieur, mais ce n'était pas suffisant. C'est maintenant que l'Afrique commence à comprendre, les gouvernements commencent à réaliser, à utiliser même au niveau politique le sport. Le président camerounais vient de féliciter l'équipe des Lions Indomptables qui ont été ici en quart de finale, je sais pas, au 8e de finale de la Coupe du Monde. Ils ont quand même fait un bon résultat. Donc, dans les discours des chefs d'État, maintenant, on commence à parler beaucoup plus du sport. Mais ça reste encore très, très, très loin du mal organisé. On est encore mal organisé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre du sport en Afrique. C'est pour ça qu'on dit ça peut développer, mais on ne peut pas, un sportif de haut niveau, que ce soit athlète, que ce soit footballeur, ne peut pas vivre, gagner sa vie étant en Afrique. À part le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, mais Côte d'Ivoire, Cameroun. L'Afrique subsaharienne, non. Pas encore. C'est encore très loin. Et moi, avec ce que vous avez dit, je vais rebondir pour une autre question, de savoir le fait qu'un Africain ne peut pas vivre de son sport. Et voilà, ici, qu'il soit athlète ou bien footballeur, en Afrique, il ne peut pas vivre de son sport. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs africains, ils préfèrent venir ici en Europe, venir jouer, avoir beaucoup plus d'argent, et même quand ils jouent dans les sélections, dans la sélection nationale, ils ne se donnent pas. Parce que moi, je vois que souvent, on avait l'habitude de critiquer, par exemple, Drogba, où on disait qu'il se donnait plus à Chelsea, voilà, et qu'il se donne moins
quand il va jouer, par exemple, en équipe nationale. Voilà, pour Eto'o et autres. Mais voilà, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le fait aussi qu'ils ne sont pas bien payés dans leur propre pays qu'ils le font? Ou bien aussi, mais moi, la question que je vais vous poser, est-ce qu'on peut se baser sur le fait que, voilà, dans les pays respectifs, ils ne sont pas bien payés, par contre, à l'extérieur, ils sont bien payés. Est-ce qu'on peut se baser sur le fait qu'ils pensent comme ça? Est-ce que c'est pas mieux d'être nationaliste, d'être patriote, dire que oui, dans mon pays, je joue bien, voilà, je joue pour mon pays, je ne joue pas pour de l'argent, mais je joue pour cette image, comme tout à l'heure vous venez de dire, quand on va à l'aéroport, quand on te voit, on dit, ah, Ivoirien, ah, déjà, les gens voient qui? Drogba, Didier. Quand on dit Camerounais, ils voient qui? Eto'o fils. Voilà, est-ce que, voilà, Roger Miller et autres, est-ce que c'est pas mieux aujourd'hui d'être plutôt patriote, nationaliste quand on va jouer dans son pays que d'être, voilà, de penser plus à l'argent? Ça, c'est une très très bonne question. Et si on me posait cette question il y a 30 ans, j'ai dit oui, il faut être nationaliste. Mais si on me pose la question aujourd'hui, j'ai lu l'interview du coach du Liverpool qui disait on a imposé la Coupe d'Afrique en janvier aux Africains. Ils vont jouer la Coupe d'Afrique en janvier. Liverpool va jouer les huitièmes ou les quarts de finale de la Coupe de la Champions League. Qui paye le joueur? C'est l'équipe. Sa fin du mois, elle est là. Comment le joueur africain va aller jouer la Coupe d'Afrique à 100%, sachant que son salaire est payé par Liverpool, par son club? Liverpool va perdre 4 joueurs ce jour pour aller jouer la Coupe d'Afrique. Il y aura notre Ballon d'Or, on aura l'Égyptien, on aura Keita, et ils sont Matip du Cameroun. C'est des pièces maîtresses de Liverpool. Vous pensez que leur employeur va le laisser pour aller jouer en Coupe d'Afrique? Et même quand ils vont partir, leur cœur va rester là. Même si tu es patriotique, comment tu vas perdre ton contrat? Beaucoup de joueurs, hier je lisais encore Grégoire Mbida, beaucoup d'autres joueurs africains qui sont partis jouer pour leur pays, mais au retour, même Samuel Eto'o, au retour, s'asseyait au banc de touche et tu peux perdre ta place. Si tu n'as pas une force, un mental, le coach va te mettre à côté parce que les autres continuent à jouer. Donc pour le moment, le football africain, n'ayant pas les moyens de vivre de sa politique de football, ne va que accepter les lois de la FIFA. La FIFA les propose de jouer déjà tous les 4 ans. Et ensuite de jouer en janvier une Coupe d'Afrique. On sait qu'en janvier, en Afrique, par exemple, ce n'est pas la France où c'est des vacances. Non, en Afrique, on fréquente. Effectivement. Or, la population, elle est jeune. Les stades seront vides. Vous faites la Coupe d'Afrique en juin. Des enfants iront dans les stades tranquillement. Et les vacances aussi pour des touristes, pour ceux africains qui vivent en Europe, pour se rendre. Donc, nous, on va être pénalisés. En janvier, qui va aller au stade? Personne. Donc, l'Afrique n'a pas encore ces moyens de se battre. Donc, le footballeur africain, pour revenir à votre question, va préférer jouer pour son pays d'accueil, c'est-à-dire là où il travaille, que de venir jouer pour son pays. Et l'exemple, il y a un exemple frappant dans le football mondial par rapport à cette question. Les footballeurs africains sont obligés de sortir. Regardez une équipe comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, même le Mali. Sur les 23 sélectionnés, il y a parfois 23 joueurs qui viennent de l'extérieur. Wow. À partir du moment où les matchs amicaux entre les pays africains ne se font pas en Afrique, j'ai vu Congo, Cameroun, Burkina Faso, Cameroun se jouer à Colombe. Donc les populations africaines sont privées de leur stars. Ils ne viennent que comme des étrangers, comme si Drogba vient jouer pour la Côte d'Ivoire, il était au jour là, mais ils viennent jouer là le dimanche, le lundi ils sont repartis. Avant nous on vivait, moi j'ai joué mes Coupes du Monde, on vivait avec nos stars là, il n'y avait que 2 ou 3 qui arrivaient. Et puis nos gouvernements, l'argent que la FIFA donne, la CAF, ça va où? Donc on n'arrive pas à tirer nos propres joueurs pour avoir notre propre championnat qui va nous produire des enfants qui vont défendre leur pays. C'est vrai. Le monde, c'est un vaste. On peut avoir 2 ou 3 qui viennent de l'extérieur, mais avoir toute une équipe
de 23, plus les sélectionneurs, plus le médecin, plus même le masseur. Et vous avez que de la fédération vont partir de Yaoundé, de Bamako ou d'Abidjan, le président de la fédération et quelques membres qui viennent avec les équipements, encore que les équipements sont fabriqués ici. Donc nous avons une équipe nationale qui ne peut pas avoir les mêmes valeurs que par le passé où on avait des patriotes, je peux appeler ça patriote, c'est-à-dire on joue pour le drapeau, pour ça. Bon, après maintenant, il faut savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le foot on forme des têtes, c'est-à-dire qu'on trouve des bacheliers, beaucoup plus ceux qui ont du bac et tout. À l'époque, ici, quand vous allez à l'école de foot, sport-études, j'inscris pas mal d'enfants, on regarde tes notes. On regarde. Et chez nous, on joue au foot. Dans nos académies, on prend le meilleur qui joue au foot, alors qu'on pouvait associer les deux pour avoir des footballeurs qui ont des têtes. Donc, dans les années 60, dans les années 80, on avait plus de bons footballeurs, comme vous avez dit tantôt, mais qui n'avaient pas... Ils n'étaient pas intelligents. Mais c'est normal que vous dites aujourd'hui que ceux des années 80, moi, je ne dis pas que j'étais intelligent, mais quand j'ai eu mes premiers sous, je suis parti d'un salaire de 75 € à avoir un jour 22 millions. Le lendemain, j'ai acheté, j'ai construit une maison pour loger ma famille, j'ai commencé à faire des trucs. Bon, tout le monde n'a pas d'autres. Quand vous dites qu'on n'a pas gagné, on a gagné. Mais il fallait... L'argent de ce moment-là était important pour ce moment. Vous vous rendez compte que un fonctionnaire, toute sa vie à Abidjan, peut ne pas avoir 10 millions toute sa vie. Mais un footballeur peut l'avoir en un mois. Mais maintenant, si tu n'as pas le cerveau pour aussi créer des entreprises, faire profiter tout le monde, et pour la plupart de nous, à 80% des footballeurs, ont gaspillé, y compris moi, on a gaspillé dans des trucs parce qu'on n'avait pas de conseils. Mais maintenant, vous allez voir que tous les footballeurs ont des conseillers, ils ont des gens autour qui font en sorte qu'on ne trouve plus trop les footballeurs dans la rue comme auparavant. La plupart des anciens joueurs, c'est pour ça que les anciens joueurs sont malheureux, ils n'ont rien. Mais maintenant, les gouvernements aussi n'ont pas aussi soutenu. C'est-à-dire que c'est vrai que vous êtes le premier responsable quand vous êtes star, c'est votre argent, mais quand même, il y a un accompagnement qu'on peut faire. Vous partez comme moi d'un village où vous avez moins de 10 € par jour, voire même 0, et vous vous retrouvez avec 20 millions. Si vous n'êtes pas modeste et que vous avez 2-3 personnes qui vous tiennent par la main, mais vous pouvez vous retrouver sans abri. Ça, parce que ça va dans tous les côtés. Donc, il faut sensibiliser ça. Et l'Afrique a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine-là. Recadrer les joueurs, essayer de les éduquer, essayer d'associer études et sport. Et bon, je pense que je vais dire une troisième question qui, je pense que peut-être que vous attendez à cette troisième question. La troisième question, c'est en ce qui concerne les jeunes. Aujourd'hui, je vois plus de jeunes frères qui veulent ne même plus aller à l'école et qui veulent jouer au foot parce que ce qui est derrière le foot aujourd'hui, c'est l'argent. Voilà, c'est le matériel, ce sont ces millions, ces milliards qu'on entend. Et moi, j'ai un jeune cousin qui vaut rien, qui va pratiquement plus à l'école. Voilà, mais lui, dans sa tête, qui veut être footballeur. Donc, chaque fois, il va sur Internet et puis il va taper le salaire, par exemple, de Didier Drogba, ou bien de Neymar, ou bien de Mbappé, ou bien de Paul Pogba. Il me dit, ah, voilà, t'as vu, ils ont tel million, ils ont tel milliard. Voilà comment il est payé, voici son transfert, combien son transfert a coûté. Donc aujourd'hui, est-ce que le football, ça doit être... Est-ce que moi je me pose la question de savoir, est-ce que c'est pas le fait que les gens gagnent des millions, des milliards, est-ce que ça peut pas être un handicap pour ceux qui veulent venir? Parce qu'ils peuvent dire par exemple, voilà, l'école va rien m'apporter. Il y a d'autres mecs qui vont dire par exemple, oui, je suis allé à l'école, j'ai eu des diplômes, je travaille pas. Mais celui qui n'a même pas eu de diplôme, qui n'est pas parti à l'école, qui a un niveau peut-être troisième, mais qui est grand footballeur, qui aujourd'hui il touche des millions, des milliards. Est-ce que la génération qui vient derrière nous ne dira pas que voilà, je vais pas aller à l'école parce que de toutes les manières l'école va pas me donner des millions, mais si je suis footballeur, ça va me donner des millions. Moi je pense que c'est ce qu'on vous montre, que quand on vous montre le foot aujourd'hui, on vous montre Neymar. Quand vous circulez dans le métro ou dans la ville de Paris, c'est Mbappé sur l'affiche, c'est Neymar sur l'affiche. Et avant, c'était Drogba et tout, Mila, Salif Keita et tout. Mais on ne vous montre pas les échecs.
Le monde est fait aujourd'hui, c'est un monde de consommation. On vous montre ce que vous voulez voir. On dit, regardez, ils gagnent 2 milliards. Il y a des footballeurs africains qui ont gagné par mois 1 milliard, comme Samuel Eto'o. Pourquoi vous voulez que le jeune qui est dans un village d'Indikimeki, de Bamako, d'Abidjan, ne pense pas gagner aussi 1 milliard? Ça. Mais comme on n'a pas cet outil déjà, quand vous regardez, moi je suis éducateur dans la région parisienne, les enfants viennent, il y a quand même l'éducateur qui les explique que tout le monde ne peut pas arriver là-bas. Voici, l'école, il faut aller à l'école. Déjà pour entrer dans un centre de formation ici, je peux parler de Nancy, Bordeaux, tout. On regarde si tu as 14 de moyenne, on regarde si on regarde tes bulletins, ton comportement et tout, ça joue. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc, l'enfant rêve d'être comme Samuel Eto'o. Donc, on montre les réussites, on ne montre pas les échecs. Bon, maintenant, ceux qui ont réussi aussi maintenant, là, il y a un gros boulot à faire. Ce n'est pas eux qui sont dans nos institutions, on ne les retrouve pas dans nos institutions en Afrique. On ne leur dit pas de les prendre tous. Aujourd'hui, je suis très content que Didier Drogba postule pour être président de la fédération de la Côte d'Ivoire. Mais longtemps avant, les fédérations africaines ont fermé les yeux, ont fermé les portes aux footballeurs africains qui pouvaient servir d'exemple. C'est pour ça que je dis, au football, il y a des cas isolés. Ta richesse, c'est pour toi et ta famille et ta tribu, mais elle n'est pas collective. On ne dit pas de faire. Moi, je salue Didier Drogba, je salue des gens comme Samuel Eto'o, Roger Mila et d'autres qui font des fondations, Onana, le gardien de l'Ajax d'Amsterdam, qui peuvent faire. Mais ça, il faut beaucoup pour qu'on en arrive à ce niveau-là. Vous m'avez posé la question, votre neveu qui veut être footballeur, s'il n'y a personne qui tient par la main pour lui dire que non, voici le schéma pour être fort, tu peux réussir. Il n'y a pas que ceux qui arrivent là. Dans le foot, peut-être tes qualités ne sont pas les meilleures, tu vas pratiquer du foot. Mais dans le foot, je viens de donner il y a 2 jours un cours d'arbitrage à Roissy-en-Brie, que je salue tous les habitants là-bas. J'avais 40 enfants devant moi pour leur dire que vous pouvez ne pas être footballeur, mais vous pouvez être arbitre et gagner votre vie. Vous pouvez aussi faire autre chose dans le sport. Il y avait du marketing, il y a beaucoup de choses dans le sport, et c'était une journée inoubliable à Roissy-en-Brie en leur disant que je peux jouer au foot, je peux avoir une blessure. La plupart des meilleurs footballeurs africains n'ont pas pu atteindre le haut niveau parce que c'était des blessures. Et dans les blessures, on ne pouvait pas les soigner parce qu'il n'y avait pas de moyens. Il n'y a pas d'assurance encore au niveau du sport en Afrique. Vous mourrez. L'année, il y a 2-3 ans, il y a eu 3, 4, 5 morts dans des pays comme le Cameroun. Il y a des familles qui restent comme ça et vous allez perdre votre enfant pour le foot. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'explique pas à l'Africain que à travers le foot, on peut devenir, et on peut aussi devenir quelque chose dans le sport sans atteindre le haut niveau. Donc, je pense que j'ai répondu à votre question. Si, vous avez répondu, mais moi je vais vous dire quelque chose. Vous n'avez pas dit quelque chose, la chance. La chance aussi, ça peut être un élément. Parce qu'il y a mon père qui me disait, par exemple, quand je prends le cas de son cousin à lui, qui est Issou Fofana, qui avait joué, qui est un grand joueur ivoirien que vous connaissez. Issou Fofana, voilà, il y a il nous a fait beaucoup mal. Voilà, mon papa me disait que Issou Fofana, c'est qu'il avait eu de la notoriété en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur, est-ce qu'il avait une notoriété comme à l'intérieur de son pays? Voilà, peut-être pas trop. Donc, il m'a dit qu'il y avait la chance qu'il jouait beaucoup dans le foot. C'est-à-dire que tu peux être un bon joueur dans ton pays et quand tu sors, cette chance-là, tu n'as pas. Parce que moi, je suis d'une famille où les gens pratiquent, ils aiment beaucoup le sport. Il y a d'autres qui pratiquent, j'ai des cousins, des petits cousins qui commencent à jouer, qui aiment beaucoup. Et moi-même, je vous dis aussi que avant, j'aimais pas le sport, le football, mais j'ai commencé à aimer l'année où il y avait eu en Côte d'Ivoire l'avènement de Didier Drogba, comment il s'appelle même, Aruna Dendan et Aruna Kone. Voilà. Et c'est cette époque-là qui a fait que j'ai commencé à aimer le sport, voilà, le football. Donc ici, je vais souvent au Paris Saint-Germain. Je suis déjà allé au Parc des Princes pour regarder PSG avec Ibrahimovic qui jouait à l'époque. La dernière fois, j'étais, comment on appelle ça, à Saint-Denis, au stade de Saint-Denis pour regarder Paris
avec la Turquie. Donc aujourd'hui, moi j'aime beaucoup le football. Je Mais vais vous ce obtenir côté un de ticket pour le chance Paris là, Saint-Germain, c'est ça bien me quand fait même. plaisir. Ce côté chance là, vous n'avez pas parlé de ça, mais je pense que c'est quand même un élément. Oui, tu peux être un bon footballeur en Afrique et quand tu viens ici, tu n'as pas cette chance. Comme j'ai un oncle qui me disait par exemple, j'ai oublié je sais pas si c'est la Sissi ou bien qui, il y a un footballeur qui a eu beaucoup de chance, qui est venu ici, qui n'était pas grand joueur, il n'était pas trop fort, mais qui a eu beaucoup de chance, qui a été payé par une très bonne équipe, qui a eu beaucoup d'argent, il a eu beaucoup de chance. Je sais pas si c'est le footballeur qui a été blessé et après il a traduit son équipe en justice, mais qui avait gagné, mais je sais plus c'est lequel, je sais pas si c'est la Sissi Salou ou bien, je sais plus. Voilà, je me rappelle plus, mais il y a eu ça, ce côté chance. Est-ce que bon, nous on est africains, on aime beaucoup dire bon. ouais, la chance c'est autre. Est-ce que ce Bon. côté chance là aussi n'est pas un peu dedans, un peu, hein? Parce que chez nous on aime beaucoup dire oui, la chance. Tu sais, les Européens, les Occidentaux, ils sont radicaux. Ils disent soit tu connais pas. C'est nous souvent qui aimons dire oui, il y a la chance. Mais moi je pense que la chance aussi, ça peut intervenir. Tu peux être un grand footballeur, tu viens et puis bon, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. La chance, je ne pense pas que la chance, je dirais 10%. D'accord. Vous et moi, nous nous sommes rencontrés aux Invalides. Effectivement. Et on peut appeler ça la chance. La chance, effectivement. Parce que nous nous sommes croisés dans un endroit où personne ne pouvait imaginer que nous étions, je crois, je n'ose pas dire deux noirs. Effectivement. C'est ça, on était trois noirs. Alors, instinctivement, on s'est regardés, on s'est rapprochés l'un de l'autre et nous sommes ici aujourd'hui. Effectivement. Là, c'est la chance. Là, c'est vrai. Maintenant, dans le football, je ne pense pas qu'il y a de la chance à 90%. Il y a 10% de chance. D'accord, ok. Mais elle existe quand même. Parce que, oui, elle est très minime parce que le foot, c'est d'abord le travail. D'accord. Parfois, on parle de magouille. On peut parler de magouille quand il y a deux concurrents, c'est que c'est limite. Je prends mon exemple qui vient d'un village. Je suis reconnu dans mon quartier. Dans mon quartier, dans mon arrondissement, dans mon département, dans ma province, dans ma province qui est nationale. Il faut vraiment avoir la chance. Je peux parler de chance quand vous êtes 2 amis, 3 amis, vous avez le même football, et puis un se blesse au genou et qu'il n'y a pas de médecin pour soigner son mal de genou et sa carrière s'arrête là. Moi, le chanceux, j'ai fait presque toute ma carrière sans être blessé. Et pour ne pas être blessé, il y a aussi une hygiène de vie qui suit. Donc, vous mettez les chances de votre côté. Et en mettant les chances de votre côté, moi, par exemple, je m'entraînais tout seul dans la nuit ou très tôt le matin, pendant que peut-être certains de mes camarades dormaient. Donc, je faisais des répétitions, ce que je voyais dans des vidéos parce qu'il n'y avait pas de télé. J'essayais mes dribbles moi-même. Je faisais ma frappe. Jusqu'à aujourd'hui, je frappe de la même façon. À 52 ans, je n'ai pas changé ma façon de jouer. Donc, je me suis retrouvé avec les meilleurs d'autres provinces, d'autres régions, et c'est ce qui fait ce qu'on appelle l'équipe nationale. C'est vrai qu'il peut y avoir 2 ou 3 cas de malchance, mais il faut savoir, dans le cas dont vous parlez, il y a beaucoup de footballeurs africains de haut niveau qui sont arrivés en France étant vieux. D'accord. Donc, on ne peut pas parler ils ne sont pas arrivés au bon moment. Ils arrivaient à 28 ans. Et quand tu pars de l'Afrique, à 28 ans, c'est mort. Aujourd'hui, il faut arriver à 20 ans, à 19 ans minimum. C'est-à-dire, si tu as trop retardé, arrive ici, parce que c'est ici qu'on se développe. Mais ceux qui sont restés en Afrique pendant longtemps et qui ont joué des bons championnats, ils ont reçu leur carrière en Afrique. Eh bien, on ne parle même pas beaucoup d'eux. Parce que ce n'est pas médiatisé. Si vous allez dans mon pays, on va vous parler des joueurs que les Français ne connaissent pas. Mbappé Lépé, par exemple, il y a des joueurs comme Gérald Doumbéléa, des gens qui ont percé là-bas, qui ont une autorité dans le pays. Mais à l'extérieur, on ne les connaît pas. Les peu de joueurs qui sont arrivés ici, eux, on peut les appeler comme ça les chanceux. Parce qu'ils ont évité des blessures. S'il avait, Mila avait une blessure au Cameroun ou Eto'o avait une blessure plus tôt, on ne l'aurait pas connu. Mais c'est ceux qui ont eu peut-être cette hygiène de vie, cette chance qu'on peut appeler chance de venir ici. Et puis maintenant, ils sont connus mondialement. Didier Robben, en restant en Côte d'Ivoire, n'aurait pas eu cette notoriété mondiale. Mais notoriété nationale, tu peux l'avoir. Mais mondiale,
ce que tu viens montrer aux yeux du monde est quelque chose, c'est que tu as quelque chose. Là, je ne peux pas appeler la chance. Là, c'est le travail, et que le travail. D'accord. Voilà. Ah, vraiment, on a beaucoup de gens qui viennent maintenant, alors qu'on est à la fin. En tout cas, je voulais vous remercier, Monsieur Manu, d'être venu aujourd'hui pour cette séance vidéo que j'ai commencé depuis l'année dernière, où je parle de politique de développement économique sur des sujets spécifiques à l'Afrique. Je pense que le foot, le sport, ça fait partie de l'un des sujets aujourd'hui qu'on doit développer en Afrique. Avec tout ce que vous avez dit, moi, ce que je retiens, vous avez dit des grands paramètres, mais il y a quelque chose que je retiens, que je trouve très intéressant. Je vous ai posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'engouement pour le sport. Vous avez été, la réponse c'est une réponse qui est très claire, qui est très intéressante. Vous avez dit avant c'était pas comme ça. Avant on regardait le sport, on regardait même pas, on l'écoutait à la radio. Alors qu'aujourd'hui ça a changé ça. Donc ça c'est le nombre de matchs à la télé aujourd'hui, c'est impressionnant. Voilà, donc je pense que c'est, et puis même on a même créé des chaînes spécifiques pour le foot qui est Beansport et autres. Donc avec ce que vous avez dit, je pense que c'est une très bonne réponse. Et vous avez dit quelque chose aussi. Certes, le foot peut apporter, mais elle peut pas être un élément catalyseur, elle peut pas être un élément fondamental dans le développement. Elle peut apporter parce que autour du sport, il y a tout un business. Et je pense que ce que vous avez dit, c'est tellement intéressant que je n'ai pas envie d'arrêter, mais on est obligé d'arrêter parce qu'une vidéo de plus de 45 minutes, on pense pas que les gens vont continuer à nous écouter, à nous regarder. Mais voilà, Monsieur Manu qui était là aujourd'hui, qui était notre deuxième invité après Madame Claude Fischer, voilà, qui nous a parlé, qu'on salue au passage. Et on est dans ses locaux, on remercie Madame Claude. Et pour dire qu'aujourd'hui, le sport peut apporter beaucoup de choses pour le continent africain, pour la jeunesse africaine. Comme M. Manu a dit, il y a plus de 70% de jeunes en Afrique aujourd'hui. Mais le sport, c'est tout un ensemble. C'est pas que aller jouer au foot. C'est du divertissement, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et ça peut apporter, lorsque on la pratique bien, ça peut apporter lorsque on met les éléments vraiment pour que ça réussisse. Aujourd'hui, je voulais dire à Monsieur Manu, il y a aussi le sport, la lutte traditionnelle qui commence à prendre un peu de place aujourd'hui. Je vois le Sénégal qui en fait beaucoup. La lutte traditionnelle, même le rugby aussi, voilà, s'entend de venir en Afrique. Donc, le sport, c'est un élément qui est rassembleur. Le sport, c'est un élément qui fait, comme tout à l'heure, Monsieur Manu a dit, quand on est sportif, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de religion, il n'y a pas d'ethnie. Mais voilà, on a une seule langue et cette seule langue-là, c'est le sport. Donc avec Manu, moi je pense que on peut avancer avec le sport. Je vais lui donner le mot de la fin et je vais conclure. Bon, je disais que je veux toujours dire qu'il n'y a pas de sport majeur comme le sport mineur. Le sport, c'est le sport. Il y a le sport à l'école, il y a le sport à la maison, il y a le sport de compétition, il y a le sport professionnel de haut niveau. Donc chacun fait le sport à son niveau. Je pense que l'Afrique à l'avenir peut vraiment apporter, le sport peut apporter beaucoup dans des pays africains, vu sa population jeune, mais il nous manque juste des infrastructures et qu'on peut développer nos championnats de façon en sorte qu'on ne doit pas toujours être à faire sortir 50-60 joueurs par pays. Comme la Côte d'Ivoire, le nombre de jeunes qui sortent, le nombre de joueurs qui sortent depuis 20 ans au Cameroun, on pouvait déjà avoir un championnat solide capable de garder des joueurs là-bas et concurrencer la Ligue des Champions comme on le fait ici, une bonne Ligue des Champions africaine. D'accord. Encore, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Monsieur Manu, j'ai un ami qui a été footballeur ici en France qui s'appelle Mohamed Diallo qui vient de partager. Mohamed Diallo, merci beaucoup. J'ai vu que tu as partagé. Je pense que tu dois connaître Monsieur Manu parce que tu as été aussi footballeur ici en Europe. Salut Diallo. Voilà, tu dois peut-être le connaître. Et voilà, nous sommes à la fin de cette séance vidéo cette année, et cette fois-ci qui était sur ce jeudi qui était sur le sport en Afrique. Le sport comme levier de développement économique et social pour le continent africain. Je pense que Monsieur Manu vous a beaucoup expliqué, vous a expliqué les tenants et les aboutissants, en quoi est-ce que le sport peut être un élément fondateur de développement et quels sont les éléments à mettre en avant pour que ça soit cet élément cet élément fondateur. En tout cas, on remercie Monsieur Manu d'avoir accepté cette vidéo là. Franchement, comme il a dit, c'est vraiment une chance qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et
Et je voulais passer aussi par ce canal, a dit vraiment merci parce qu'il a eu le temps. La même semaine que j'ai proposé, il m'a dit oui, il peut venir. Alors qu'il y a des gens à qui j'ai proposé des séances vidéo, ça fait déjà 3-4 mois qui n'ont pas toujours eu le temps. Et vraiment, je remercie beaucoup Manu qui voyage énormément. Donc vraiment, c'était cette occasion-là que je pouvais le choper pour pouvoir faire cette séance vidéo. En tout cas, Monsieur Manu, on vous remercie infiniment. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé ce direct avec moi, Adja Awa Fofana. Et je dis à mes internautes, j'espère que vous avez été très heureux, très contents d'avoir Monsieur Manu comme invité. Voilà, quelqu'un qui a fait 2 Coupes du Monde, qui a été le plus jeune pendant une Coupe d'Afrique, ou bien voilà, une Coupe du Monde. Et je pense que moi, j'ai eu la chance, j'ai ma mère qui me dit souvent, mais comment tu fais pour voir des gens qu'on pense pas que tu peux voir? Parce qu'une fois, j'ai rencontré un chanteur de 1950, je sais pas, et quand j'ai dit à ma mère, elle dit, elle n'était pas encore née, mais comment j'ai fait pour croiser ce monsieur? Donc, je pense que marche beaucoup aussi. Je marche beaucoup, c'est ça. Et je fais beaucoup. Et moi-même, je suis une grande sportive. C'est vrai que je ne joue pas au foot, mais je fais beaucoup de sport en salle. Merci. Donc, vraiment, chers internautes, je vous dis merci et partagez la vidéo, partagez au maximum parce qu'on a besoin des gens comme Manu, comme ça, pour sensibiliser la jeunesse, pour dire vraiment ce qu'il est. Et je pense que cette vidéo, elle a été la plus longue de toutes les vidéos parce qu'elle était très intéressante. Et je suis sûre que les internautes vont la regarder jusqu'à la fin parce qu'elle est très, très, très intéressante. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous et prenez soin de vous. Vous, mes internautes, je vous aime. C'est vous qui faites que je suis là chaque jeudi en train de faire des directs, soit moi seul, soit avec des invités aujourd'hui comme Manu. Donc, merci. Bonne journée à vous et je vous dis à jeudi prochain. Soyez encore connectés, peut-être avec un nouveau invité ou bien avec moi-même sur un autre sujet de politique de développement économique. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.